À force d'être envahi par la publicité, on n'y fait plus tellement attention, seulement voilà, des tas de livres sont promus par la pub, surtout ces derniers temps. Aussi, le temps d'une journée, j'ai décidé de laisser la pub contrôler mes lectures afin de savoir ce que ces livres valaient vraiment. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. Je vais me préparer avant d'aller au travail et j'aime bien faire ça en écoutant la radio. J'écoute majoritairement France Inter ou France Culture, ça dépend de mon niveau de fatigue. Et souvent en fait il y a des petites publicités qui vous proposent des lectures, donc on va écouter ça. Et si jamais j'ai une proposition qui est faite, eh bien on l'enregistrera pour la suite de mes achats. Merci d'écouter Intel. Patricia Martin, votre invitée à présent, la journaliste Nathalie Saint-Cric, responsable du service politique de France 2, qui est donc aussi romancière. Romancière, enfin, c'est un récit, Oui. en fait, qu'elle a écrit au sujet de Clémenceau, que le récit du dernier amour de Clémenceau, entre un monsieur qui a 82 ans, c'est ça, et une femme mariée qui a 40 ans de moins. Elle est éditrice chez Plon et elle veut qu'il lui écrive un livre. Un peu un regard. On va chercher le titre parce qu'il n'est pas mentionné depuis tout à l'heure. Alors le titre c'est Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir de Nathalie Saint-Cric. On va mettre ça dans la liste des livres à acheter. C'est beau comme phrase, vous trouvez pas? Donc je pense que c'est un récit épistolaire qui doit être somme toute un peu romancé puisque Nathalie Saint-Cric n'a pas eu les retours des lettres de Marguerite qu'elle a effacées, brûlées. Je vais vous laisser ici puis on se revoit quand je partirai. En Libération, rabbin, philosophe, elle signe un livre, Vivre avec nos morts, sous-titré Petit traité de consolation aux éditions Grasset. Delphine Orviller nous dit qu'en période de crise, tout se passe comme si les fantômes se cachaient moins. Petit rebondissement, ils ont parlé d'un deuxième livre, donc je vais le rajouter à la liste. Je sens que ça va me coûter plus cher que ce que j'avais imaginé cette histoire. Alors, ils ont parlé du rabbin de Delphine Orviller, qui raconte la vie autrement pour que la mort n'ait pas le dernier mot. Là, c'est les femmes puissantes de Léa Salamé. Un deuxième. Une petite BD cette fois-ci. Ça nous hante. Ça recommence. Je sais pas, moi je le sens. Non, il a l'air de puer la défaite celui-là. Je le sens pas du tout. C'est dommage qu'il n'y ait pas une meuf de télé-réalité qui ait sorti un livre là ces derniers temps. Dès que t'achètes une connerie, un truc de Nabila là.
lecture aujourd'hui. Le plus dur en fait, ça va être de pas prendre des choses qui sont en dehors de la liste et de rester focus sur les challenges. J'en ai trouvé un et t'en as trouvé un déjà, c'est ça? Ouais. Et j'avais celui-là qu'on avait dans la liste. Et après, il y a vraiment celui-là. Ça coûte combien cette buse? Ça par contre ça a l'air bien. Oh, ma soeur l'a eu pour son anniversaire. Un cadeau, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est que des illustrations, du coup les petits comme ça. Je pense pas. Je pense par exemple que lui ça doit être de la poésie. Ouais. Mais c'est vraiment pour le format qu'ils ont fait cette sélection. Ça fait une diversité de prix et ça permet aussi de choisir des petites maisons d'édition qui parfois proposent des petits feuillets. Exactement. C'est trop beau. Ouais. C'est typiquement le genre de truc, le genre de livre-objet que j'envisage. C'est trop beau je trouve. T'as besoin de paquet cadeau? Non merci. Tu veux un sac? Je veux bien. Je vous retrouve pour unboxer les livres que j'ai finalement choisis parmi la liste des ouvrages qu'on a pu voir en se baladant dans les rues et dans le métro parisien. Finalement j'ai fait une sélection un peu plus restreinte parce qu'il y avait trop de livres et j'ai pas la fortune à Rothschild. Je voulais faire un petit focus sur le sac que je trouve vraiment trop mignon et c'est Paris Librairie qui les offre à disposition des libraires. Donc je trouve ça cool qu'ils aient mis en place ce petit sponsoring. En premier lieu, j'ai pris Miroir de nos peines de Pierre Lemaître. De ce que j'ai compris, c'est un récit dans un style roman historique qui se passe en 1940. J'en sais pas plus à vrai dire parce que la pub ne donne que très peu d'informations sur le sujet. Et le second, qu'on a largement critiqué dans le métro avec Jeanne, c'est le polar de Caril Ferret et le titre c'est LED. Donc ça a l'air d'être un univers un peu hivernal qui se passe donc dans les pays du nord de l'Europe. Avec une affaire un petit peu angoissante, donc on verra ce que j'en pense, mais c'est vrai que de prime abord j'ai beaucoup d'a priori sur mes choix qui ont été orientés grâce à la publicité du métro, et puis pour la radio j'en ai pris deux autres, donc j'ai pris Vivre avec nos morts, et ensuite j'ai celui-ci qui s'appelle Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir, une histoire d'amour un peu particulière qui m'a l'air franchement intéressante. Parmi tous les livres que j'ai reçus, c'est vraiment le livre qui me paraît le plus sympathique. Pour ajouter un peu plus d'ouvrages, j'aimerais bien qu'on passe sur les pubs des réseaux sociaux parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais proposant aussi des contenus sur Instagram, c'est vrai que j'ai des pubs ciblées qui parlent de livres. Est-ce que les livres vont cette fois-ci être plus associés à mon âge et à ma personne, on va dire comme cible marketing, puisque on le sait, Instagram vole nos données. On va voir ça tout de suite. Alors, les éditions de la Table Ronde, ils m'ont envoyé un post sponsorisé pour la sortie de Confusion, le 3e tome de la saga des Casalets. On va acheter le premier tome. Je sais pas si vous recevez des pubs ciblées de livres. J'en ai parlé avec Jeanne, elle m'a dit qu'elle recevait pas du tout ce genre de promotion sur internet. Moi ça m'arrive souvent même sur YouTube de plus en plus, mais c'est toujours pour des livres jeunesse et finalement c'est intéressant parce qu'en cherchant sur mon téléphone, je me rends compte que typiquement les éditions de la Table Ronde, c'est typiquement une édition que je pourrais acheter. Donc je suis plutôt contente d'être tombée sur ça. On va voir ce que c'est les Casalets. Alors c'est une trilogie qui se passe en 1937, à Home Place, au cœur de Sussex. Jardiniers, femmes de chambre et cuisinières sont sur le pont. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore ? Alors les Casalets, de ce que j'ai compris, c'est une série sous fond de Seconde Guerre mondiale. Ça se passe en Angleterre apparemment. Beaucoup de récits historiques qui me sont proposés, je ne sais pas pourquoi on m'associe à ça. J'aime bien les récits historiques, mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu de livre de cet acabit. Je crois que le dernier que j'ai apprécié, c'est La Reine Margot. On se retrouve pour faire le débrief de mes lectures qui m'ont été influencées par la publicité que j'ai rencontrée dans mes derniers plans. En réalité, ça fait un long moment, j'ai mis beaucoup de temps à lire mes différentes lectures. Premièrement parce qu'elles étaient quand même assez fournies, mais aussi parce que j'ai eu de la difficulté à me plonger dans certains ouvrages, on le verra juste après. Ces critiques vont s'établir en 3 parties. Les livres qui m'ont été proposés par la radio, les livres qui m'ont été proposés par les publicités métro, et enfin la lecture qui m'a été influencée par Instagram. On s'en souvient, j'ai écouté France Inter pour mes lectures qui ont été influencées par la radio et ils m'ont proposé 2 ouvrages, Vivre avec nos morts et Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir, un joli cocktail très gai. Mais sans plus tarder, on va commencer par Vivre avec nos morts. Donc c'est un livre aux éditions Grasset qui a été écrit par Delphine Horviller, que vous connaissez peut-être parce qu'elle s'affiche régulièrement à la télévision et ici elle va écrire un roman en tant que rabbin. Ce récit se compose en fait d'un ensemble de témoignages dans lequel elle va raconter différentes anecdotes, parler de son rapport à la mort du point
point de vue de rabbin, donc en rapport avec la religion juive. Puisque finalement le rapport à la mort s'insère dans une contemporanité. Ici, l'auteur se propose de réactualiser la religion juive et de réactualiser le rapport à la mort vis-à-vis de tous ces enjeux-là. Elle-même, en tant que personne, s'insurge même comme une réactualisation de la religion juive, puisqu'auparavant les femmes ne pouvaient pas être rabbins. Donc c'est une manière très contemporaine de réfléchir de manière spirituelle et religieuse autour de la mort, et on pourrait même considérer que ce texte se définit comme un remède contre la peur de la mort. On pourrait décortiquer ce texte en plusieurs couches, la description, la réflexion et le témoignage, puisqu'à la fin, l'auteur se propose de faire un récit d'un moment dans rapport au deuil qu'elle a vécu personnellement, un moyen de créer un affect avec le lecteur, de créer une espèce d'intimité. Néanmoins, le texte reste relativement neutre dans son écriture, elle reste assez lointaine en fait dans sa façon de raconter, une sorte peut-être de pudeur par rapport au défunt, mais aussi un moyen de raconter vraiment cela comme un témoignage et non pas comme une vérité absolue. J'essaie de vous résumer au mieux ce texte pour vous permettre de comprendre en fait la qualité d'écriture et la qualité de cet ouvrage que je ne renie pas. Néanmoins, je n'ai pas apprécié ma lecture, ça m'est en fait facilement tombé des mains. Je pense que c'est dû au fait que l'écriture est restée assez plate et malgré les tentatives de l'auteur à nous injecter des témoignages et des choses personnelles pour nous intégrer et nous confronter à son propre avis, ça m'a paru quand même assez neutre, un peu trop proche du témoignage journalistique à mon sens, et c'est pour ça que je n'ai pas du tout apprécié cette lecture. D'un point de vue du style et de l'univers, on pourrait le rapprocher de Yoga d'Emmanuel Carrère, à cela près qu'Emmanuel Carrère nous livre vraiment une intimité propre et un témoignage vraiment profondément intime. C'est ça qui m'a plu particulièrement dans ce texte, alors qu'ici, Delphine Horviller est beaucoup plus timorée et a beaucoup plus de réserve. Si vous aimez par contre ce genre d'univers, je peux vous encourager à découvrir Arroser l'eau des fleurs. Donc c'est un ouvrage un peu roman de gare, je vous préviens. Je vous ai fait une revue sur Instagram, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, mais qui raconte pareil un rapport à la mort avec un personnage qui est gardienne de cimetière. Pour revenir à ce texte, je pense que je lui attribuerais la note de 3 ou de 4, même si je ne peux qu'acclamer les qualités d'écriture du texte, je n'ai pas particulièrement accroché à ce roman. On va poursuivre avec Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir de Nathalie Saint-Cricq, que vous connaissez peut-être puisque c'est une journaliste qui apparaît souvent à la télévision. On l'a vu notamment animer le débat entre Macron et Marine Le Pen, donc avant les élections présidentielles. Ici, elle nous revient avec un premier roman qui est en fait un récit semi-biographique dans lequel elle va nous raconter la vie de Clémenceau et plus particulièrement le dernier amour de Clémenceau. Elle va s'inspirer de ses correspondances pour nous raconter cet amour, réactualiser le personnage politique, ses moments importants dans sa vie, mais en même temps l'humaniser et lui offrir un autre regard, donc pour redécouvrir ce personnage. L'idée de l'auteur en fait de s'inspirer des correspondances de Clémenceau lui offre une grande liberté dans ses choix d'écriture, que ce soit pour contextualiser le récit, dans sa façon d'écrire aussi de rédiger pour imiter le style du personnage donc de Clémenceau comme de l'amante. Je pense que c'est là que se constitue le noyau du problème, en tout cas ce qui a été un problème pour moi. Pourquoi ? Parce que je trouve que par cette inspiration, eh bien, elle s'éloigne de la vérité. Nathalie Saint-Cricq est loin d'être une historienne, et même si elle a dû forcément se documenter pour écrire ce récit, je trouve que ça laisse trop la possibilité de fabuler sur le personnage et de, encore une fois, diviniser un personnage historique un peu comme Napoléon a pu l'être à son époque. Même si elle ne s'est jamais érigée dans un courant politique, dans un mouvement politique claire, on peut quand même comprendre ses convictions et je pense que ce n'est pas anodin de sa part d'avoir choisi ce personnage. Je n'en ai pas pour autant déprécié ce texte, j'ai trouvé qu'il était quand même très intéressant. J'ai particulièrement aimé le personnage féminin, comme c'est un personnage anonyme, il y a une plus grande liberté et en même temps une plus grande finesse dans la création du personnage, dans la psychologie du personnage. J'ai bien aimé leur rapport, leurs échanges, mais c'est vraiment le personnage de Clémenceau qui m'a posé problème, d'autant plus que l'auteur s'est permis en fait de rajouter quelques petites phrases sexistes par-ci par-là pour nous délivrer un peu l'atmosphère qui siégeait alors, mais j'ai trouvé que ça retombait un peu comme un cheveu sur la soupe. À mes yeux, finalement, un récit historique, ça doit se baser sur des faits vrais, sinon ça paraît toujours un petit peu mal fait à mon sens. Donc je lui attribuerai la note de 5 parce que j'ai quand même pris du plaisir à le lire, mais je trouve qu'il est quand même un petit peu problématique. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire vos retours. Pour continuer sur notre lancée publicitaire, on va s'attarder quelques instants sur les recommandations qui m'ont été proposées par les publicités métro et on va ouvrir le bal avec le nouvel opus de Pierre Lemaitre qui s'intitule Miroir de nos peines. Donc vous le connaissez peut-être parce qu'il a été reconnu grâce à son roman qui s'appelle Au revoir là-haut. J'ai ma petite anti-sèche juste là. Ici, il nous revient avec un roman historique. Donc pour vous pitcher un peu le texte, on apparaît in medias res dans le roman avec le personnage de Louise, complètement nue sur le pavé parisien, et pour comprendre comment elle en est arrivée à cette
cet état de désœuvrement, il faut remonter dans son histoire personnelle. Elle va assister au suicide d'un des clients de l'auberge pour laquelle elle travaille. Elle va essayer de comprendre pourquoi il lui a fait subir ça, pourquoi il lui a entraîné en fait en plus dans une affaire qui peut passer pour un homicide, et de fil en aiguille elle va devoir remonter dans sa généalogie qui va elle-même s'insérer dans le contexte historique, donc dans la grande histoire de l'époque, puisque ce récit en fait est un récit de guerre qui se déroule durant la Première Guerre mondiale. L'auteur s'est particulièrement renseigné, donc il a fait des grosses recherches historiques pour ce roman. La bibliographie à la fin du texte en témoigne, donc ça offre vraiment un univers très riche, très dense, avec beaucoup d'anecdotes, même si elles paraissent parfois un petit peu loufoques, elles sont toutes vraies, et c'est ce qui le rend beaucoup plus intéressant encore. Ça nous permet de rebondir sur le précédent texte que j'ai critiqué. Pour moi, c'est vraiment important que le contexte historique ne soit pas fabulé, et ici je trouve que Pierre Lemaitre le réalise avec brio. J'ai été aussi assez attentive à sa façon d'écrire parce que je ne connaissais pas cet auteur à vrai dire, et un peu comme Pankol, il va maîtriser les codes d'écriture, c'est-à-dire qu'il va procéder à un vacillement entre les différents personnages pour créer une espèce d'haleine, d'attente, et donc toujours créer une rédaction qui est stimulante et qui donne envie de tourner les pages les unes après les autres. Donc là vous devez vous dire, j'ai vraiment aimé ce roman, mais j'aimerais nuancer mon propos. J'ai mis un peu de temps en fait avant de faire mes critiques, je voulais vraiment lire l'ensemble de ma sélection pour me donner une idée globale de ce que pouvaient être des romans qui avaient reçu une publicité. Et finalement quand j'ai dû me pencher sur le texte de Pierre Lemaitre pour faire ma rédaction, je me suis rendu compte que je me souvenais pas du résumé de ce texte, que j'avais plus aucun souvenir de ce roman, alors que je ne l'avais pas lu non plus il y a des mois de cela. Que ceux qui lisent pour être ébranlés, pour être stimulés intellectuellement, ne vous intéressez pas à ce texte. Pour moi vraiment, il s'insurge plus dans les romans de gare, sans avis péjoratif, mais dans le sens où c'est un roman léger, dans lequel on peut se plonger facilement, l'écriture est facile à comprendre, facile à découvrir. Donc ça c'est à vous de voir quel est votre rapport à l'écriture, n'hésitez pas à me dire si ce récit vous aurait donné envie ou pas. Mais pour ce texte, je pense que je lui donnerai la note de 7, parce que quand même j'ai bien aimé l'histoire, même si il m'est passé très vite. Sur le moment, j'ai apprécié me plonger dans l'univers de Pierre Lemaitre. On va s'intéresser maintenant à l'unique polar que j'ai dans ma sélection qui s'intitule L'aide de Caril Ferret. Je ne peux pas vous le montrer là maintenant parce qu'il est resté au travail. C'est la dernière lecture que j'ai terminée en réalité. Est-ce que c'est un acte manqué de l'avoir laissé au bureau et de ne pas l'avoir chez moi? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Vous l'avez vu dans les plans de vidéo plus vlog que j'ai montré au début. J'avais pas vraiment envie de lire ce texte, mais je me suis pliée au jeu. Je pense que c'est vraiment la couverture et tout l'aspect cheap en fait qu'il y a autour des illustrations. Je suis désolée pour la personne qui a fait les illustrations. Puis quand je me suis penchée sur le récit, qui se déroule en fait en Russie, dans un espace glacial, arctique, un peu voilà glacé, j'ai trouvé que ce sujet, ce thème était un peu suranné, qu'on l'avait beaucoup vu dans les polars. Mais sans s'attarder sur mes idées reçues, intéressons-nous plutôt au résumé de ce texte. De quoi ça parle? Donc ici, on va se plonger dans la ville de Norilsk. C'est la ville la plus au nord de la Russie, mais aussi la ville la plus polluée. Et en plus de cette pollution donc écologique, on se rend compte que le gouvernement, les formes de pouvoir qui sont autour de cette ville sont également corrompues, à la fois souillées par l'argent et la domination, et en même temps polluées par l'air en lui-même et par l'espace en fait vraiment arctique et glacial. On a le sentiment que les personnages sont étouffés, qu'ils n'ont pas la possibilité de rêver, de s'échapper, mais malgré tout, il y a une poignée de protagonistes qu'on va rencontrer qui tentent de vivre. Ces personnages en fait vont voir leur vie basculer à la suite d'un ouragan qui va démolir un immeuble, et dans les décombres de cet immeuble, on va découvrir le cadavre d'un éleveur de rennes. Cette mort va entraîner d'autres meurtres, comme une espèce de malédiction, et c'est Boris, le flic chargé de l'affaire, qui devra essayer d'enquêter pour comprendre cette association d'assassinats. En plus de cette enquête, l'auteur va rajouter une espèce de présence qui est un peu inquiétante, donc ça se traduit par les chapitres en italique dans le texte, ce qui est par le récit d'un petit aspect magique. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. J'ai pris du plaisir à lire le texte, sans plus. Je dirais pas que c'est le polar de l'année, mais il reste quand même assez bien construit. Il y a un petit twist de fin, et puis on s'ennuie pas forcément des personnages, mais j'ai pas forcément été ébranlée par le texte, donc je lui donnerai la note de 5. J'ai été un peu déçue que l'univers un peu fantastique et l'espèce d'atmosphère un peu angoissante n'ait pas été plus poussé. Mais par contre, si ça vous intéresse, cet univers de grand froid avec des meurtres, des crimes, une espèce d'enquête, une espèce d'intrigue et un contexte un peu plus réaliste, fantastique, je vous encourage à découvrir La Bête Creuse. Je l'ai juste ici, donc c'est un livre de Christophe Bernard, je vous en ai fait une revue sur YouTube. Je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse d'avoir une critique un peu plus poussée de ce roman. C'est une histoire qui se passe en Gaspésie, donc c'est une région du Québec, du Canada même je dirais, et c'est un récit donc qui est contemporain, un vrai pavé mais très intéressant, très puissant pour un premier roman d'ailleurs de la part de l'auteur. Il y a beaucoup d'argot, je vous préviens, mais ça vaut vraiment la peine, donc je vous laisse aller voir ma revue si vous voulez en savoir plus.
Et on va terminer avec ma lecture qui a été proposée par Instagram et il s'agit d'Été anglais. Donc c'est une série qui s'appelle la série des Casalets et qui a été écrite par Elizabeth Jane Howard. J'avais vraiment hâte de vous parler de ce roman et d'avoir votre avis, surtout pour ceux qui l'ont lu, parce qu'en fait je ne sais pas quoi penser de cette lecture. Pour vous pitcher un peu le récit, c'est un roman qui se déroule entre la province anglaise et Londres, au plus grand plaisir des cottagecore, et on va y retrouver la famille des Casalets. C'est une grande famille bourgeoise qui va vivre selon les principes victoriens, donc on va y retrouver la façon de s'habiller, les codes de conduite, les règles de politesse, mais aussi l'hypocrisie qui va régner autour de cette bienséance, qui est d'ailleurs très bien reproduite et retranscrite par l'auteur. Cette famille va se composer en 3 petites familles plus distinctes, on va retrouver toute la généalogie au début du texte, et malgré la multitude des personnages comme vous pouvez l'imaginer, l'auteur parvient très bien à nous retranscrire la psychologie des différents protagonistes, toujours d'une manière assez subtile et assez fine. Donc durant les 500 pages de ce roman, on arrive à découvrir tous les personnages, s'y attacher, les détester ou les apprécier et comprendre un peu comment évoluent les différents protagonistes au sein de cette famille. Chaque été, ils vont passer leurs vacances dans le Sussex, c'est une région anglaise il me semble, où habite la Duche, donc c'est la mère des parents des différentes familles, donc qui est vraiment elle purement victorienne dans sa façon de manger et dans sa façon de vivre. Elle est d'ailleurs assez comique dans son côté victorien. Et ces vacances anglaises, donc qui sont censées être douces, mélancoliques, comme vous pouvez l'imaginer par l'atmosphère cottage, vont être un peu noircies par le contexte historique puisqu'il y a une guerre qui s'approche, on le sent, elle rôde, et les appréhensions des adultes vont venir un peu ternir ce joli paysage. Ces appréhensions, comme par un effet de miroir, elles vont venir rebondir sur les enfants qui eux aussi vont commencer à angoisser. Mais la guerre n'apparaît pas totalement dans ce récit, ce n'est que comme une rumeur qu'on va entendre tout au long du texte. Là, vous devez vous dire, vraiment, elle a apprécié le roman, il a l'air super intéressant, mais le problème c'est que oui, j'ai aimé l'univers, oui, j'ai aimé la psychologie des personnages, mais où est l'intrigue dans le texte? Il ne se passe rien. Il n'y a pas d'intrigue ni par le contexte historique, puisque la guerre n'apparaît pas, elle n'apparaît que comme une rumeur, ni du côté des personnages, il n'y a pas d'intrigue par exemple de tromperie, ou bien d'enjeux de divorce, d'enjeux d'argent. Ça reste toujours vraiment doux, léger, timoré, etc. Donc tout le long du texte, je suis restée en haleine. Est-ce que quelque chose va arriver? Est-ce qu'il va y avoir une intrigue vraiment concrète? Mais c'est jamais apparu. C'est pour ça que j'aimerais vraiment avoir un retour de la part des lecteurs d'Elizabeth Jane Howard. Est-ce que vous pensez que le premier tome est en fait une mise en contexte du récit pour après entraîner d'autres tomes, puisqu'en fait il s'agit d'une série? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter les autres tomes, ou bien est-ce que ça reste comme ça durant toute la série des Casalets? Je sais que ce texte est d'ailleurs assez populaire aux États-Unis, qu'il a été un best-seller et qu'il a fait l'objet d'une adaptation en série par la BBC. Donc finalement je sais pas quoi en penser. Je sais pas si je dois vous le recommander ou pas. Globalement j'ai aimé l'histoire, mais j'aurais aimé qu'il se passe plus de choses quoi. Donc j'attends vos retours en commentaire. Mais en tout cas, par rapport à tous les textes que j'ai lus, c'est vraiment l'ouvrage que j'ai le plus apprécié. Je pense que je pourrais lui donner la note de 8 sur 10. Ce qui est assez intéressant si on fait l'analyse et le retour d'expérience de mon influence par la publicité, parce que finalement ce sont les algorithmes qui ont le mieux choisi un livre pour moi, et on le sait, les algorithmes sont basés sur l'âge, sur les publications que je like, sur les personnes à qui je m'abonne, sur mon sexe et sur mes habitudes de consommation sur internet. Finalement j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus à même de vous recommander les meilleurs textes, mais en même temps ça me paraît logique puisque la radio et en même temps la publicité sont des manières de diffusion qui sont déjà plus anciennes et qui sont beaucoup plus générales. Donc c'est difficile en fait de trouver des textes de qualité quand on se dirige vers ce type de publicité. En tout cas, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce challenge. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous pourriez le faire? Est-ce que vous pourriez mettre votre argent dans ce genre de débat? J'ai aimé cette expérience, ça m'a permis de me sortir de mes habitudes de lecture. Vous savez que j'aime beaucoup me confronter à d'autres genres, découvrir un peu ce qui se passe dans l'actualité littéraire. Ça a été une belle expérience. Peut-être que je recommanderai les Casalets, qui sait, vous le verrez peut-être dans une prochaine vidéo revue. N'hésitez pas à me donner vos ressentis dans les commentaires. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement donné envie? Ou bien est-ce que vos avis diffèrent complètement du mien par rapport aux différentes lectures que j'ai critiquées? J'aimerais beaucoup vous lire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aude de la chaîne Aude à la joie. Et mensuellement, je vous propose des vidéos qui parlent de littérature de manière fun et divertissante pour vous entraîner à lire toujours un peu plus. Donc si vous voulez rejoindre le book club, n'hésitez pas à vous abonner et à aller checker mes différents réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!